Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau podcast, cette fois-ci sur la perception de Matt Chaser. Donc je vais essayer de détailler au maximum les grandes lignes de ces 16 années à ses côtés, la manière dont je l'ai perçu, les différences de pensée, de regard face à elle, entre les phases égotiques et les phases où j'étais moi-même, le regard un petit peu que j'ai aujourd'hui, même si je vais être bref sur aujourd'hui parce qu'il y aura un podcast sur l'éveil, sur la nuit noire, ce qu'il y a de plus récent en termes d'étapes. Mais voilà, je me doute bien que à ce stade, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un que vous ne réussissez pas à comprendre, dont vous ne comprenez pas forcément les mécanismes, qui s'exprime très peu, qui est très souvent silencieux, qui a une image assez solitaire, j'imagine, que tous les runners peuvent renvoyer un petit peu les mêmes informations. Et j'ai envie de faire ce podcast le plus tôt possible sur cette chaîne parce que je pense que c'est l'un de ceux qui pourrait en tout cas potentiellement offrir le plus de réponses face à ce silence de la personne en face. Vous avez quelqu'un qui a un comportement totalement en contradiction avec vos propres comportements et vos propres mécanismes, la façon d'être que vous avez. Il représente sans doute quelqu'un à qui pour vous il y a une énorme envie en fait de s'exprimer, de se livrer et d'aimer. Et voilà, c'est perturbant, je le comprends tout à fait pour le chaser d'être face à quelqu'un là qui ne fait pas du tout la même chose, le donner et recevoir est vraiment assez disproportionné. Alors je vais remonter au tout début du parcours parce qu'il s'est quand même passé au niveau de ma perception et de mon regard des choses très intéressantes au niveau de notre rencontre. Donc c'était il y a 16 ans, nous étions au collège à ce moment-là. Et évidemment, comme pratiquement tous les jumeaux, il y a eu cette connexion très forte, cette énergie très puissante entre nous. On ne se connaissait pas, même s'il y avait eu des synchronicités intéressantes par le passé entre nos familles. Voilà, il y avait déjà la source avait déjà organisé quelques petites synchronicités intéressantes, mais on ne s'était presque jamais vu. Et vraiment, il y a eu cette sensation que il y avait quelque chose, une attraction très puissante. Alors qu'on avait un comportement diamétralement opposé. Elle, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait un comportement un petit peu perturbateur comme élève. Elle exprimait en tout cas son passif et sa blessure de cette manière-là. Et moi, j'étais plutôt l'enfant tout sage qui se montrait très peu en classe. Voilà. On sent bien la blessure du rejet qui se montrait dans mon comportement à l'école. Et sauf que moi, à ce moment-là, j'étais déjà capable de... Enfin, j'avais déjà cette capacité à ressentir les émotions et des gens et les énergies du monde extérieur. J'en avais aucune conscience à ce moment-là, je subissais ça, mais je pensais pour moi que c'était normal en fait. Et cette hypersensibilité, cette empathie, j'en avais aucune conscience, j'ai vraiment pris conscience de ça beaucoup plus tard. Et ça a amené quelque chose de particulier avec elle parce qu'en fait je percevais tout ce qu'elle ne montrait pas au reste du monde. J'avais réellement la conviction qu'elle ne, ne, ne montrait pas vraiment son véritable potentiel et qu'elle avait un masque en permanence, qu'elle était vraiment obligée de, dès qu'elle n'était pas seule, elle était obligée de porter ce masque, comme énormément de gens. Et sauf que moi je percevais au-delà et je voyais qui elle était derrière et j'avais besoin de faire, enfin j'avais pas besoin qu'elle me regarde ou qu'elle me parle pour ressentir ça. Et j'aimais énormément cette facette qu'elle ne montrait pas au monde. J'aimais également celle qu'elle montrait, hein, c'était tellement puissant ce que je ressentais pour elle et ça me dépassait totalement en termes de compréhension et du coup ça faisait en sorte que je ne la jugeais absolument pas et je la respectais telle qu'elle était. Et donc, même ensuite quand on s'est mis ensemble pour la première fois, j'ai tout de suite compris que j'avais eu raison et avec moi elle se comportait mais d'une manière totalement différente, totalement inédite. J'ai bien senti que là elle se montrait elle-même, elle se montrait vulnérable, elle enlevait son masque à mes côtés. Et je faisais pareil. C'est ça qui était absolument incroyable. C'était ultra perturbant et ça me poussait dans mes zones de confort, hors de mes zones de confort, mais en tout cas c'était magnifique à voir. Et à ce moment-là, oui, je ressentais énormément d'amour pour elle. Et c'était totalement réciproque. J'étais déjà pas capable de le montrer et de l'exprimer, mais en tout cas c'était là. Il y a eu cette grande séparation, c'est lâché pendant des années, et ces années ont été assez clés parce qu'on a vécu des choses assez sombres tous les deux.
on était vraiment dans un entourage assez toxique. On a rencontré des personnes toxiques avec qui on a eu des relations. Et vraiment, tous les deux, cette phase de séparation a été sombre. Et pour elle, encore plus. Et donc, quand on s'est remis ensemble, il y a eu l'une des plus fortes synchronicités du parcours à ce moment-là, et on s'est retrouvés. Et j'ai bien senti, et elle l'a senti aussi, que vraiment la lumière qu'on avait besoin là dans notre vie, eh bien, c'était l'autre. C'était absolument incroyable parce que de ces retrouvailles jusqu'à quelques années plus tard, eh bien ça a vraiment été la période où on a été tous les deux le plus démonstratif, et où j'ai été en tout cas le plus démonstratif. Là, j'ai vraiment pendant cette période-là essayé de lui envoyer tout ce que j'avais à m'apporter pour lui exprimer cet amour. J'ai à ce moment-là, oui, été vraiment le plus démonstratif possible, et c'était très intense. Ça n'allait pas mieux dans notre vie quand on s'est mis ensemble, et durant ces années-là que j'ai mentionnées précédemment, ça n'a pas été mieux. On était vraiment dans un environnement chaotique, que ça soit sur le plan sentimental, je veux dire familial, amical, social en tous les cas. Et notre domaine professionnel, il n'y avait vraiment rien qui allait comme on le souhaitait. Et on a vraiment senti que là, on était obligés tous les deux de se mettre dans une bulle parce qu'on était entourés de choses assez sombres et de personnes qui ne voulaient pas qu'on soit ensemble également. Et cette période, elle est vraiment, de tous les souvenirs que j'en ai, il y a eu notre lot de difficultés, un petit peu d'ego par-ci par-là, un petit peu de blessures par-ci par-là évidemment, mais rien de notable par rapport à tout le potentiel qu'on avait à s'exprimer cet amour. Et on s'est refermé, et plus rien de ce qui se passait autour avait d'importance par rapport à la chance qu'on avait d'être ensemble. Elle représentait vraiment quelqu'un de très important, et ce que j'avais de plus important. Il y a quelque chose dont je me souviens, c'est qu'en fait, j'étais face là à une personne qui avait un passif très 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 chargé en obscurité. Et elle avait quand même malgré ça la force d'avancer, de persévérer. Elle échouait mais elle recommençait. Et c'était très déstabilisant parce que moi je n'avais pas autant d'énergie, de force. Moi j'étais plutôt quelqu'un qui avait tendance à se morfondre un petit peu sur moi-même quand j'étais face à des difficultés. Et j'étais facilement quelqu'un qui, quand j'en avais marre, j'avais tendance à me plaindre, et c'était très déstabilisant d'être face à quelqu'un là qui avait autant de force, et pour moi c'était totalement inexplicable d'avoir ce courage d'avancer malgré le chaos environnant. Et ça faisait naître une certaine injustice en moi que elle soit, disons, pas récompensée par la vie autant qu'elle le devrait. Et j'étais très souvent en train de me dire que s'il y avait un dieu, ou en tout cas une source divine, qui lui donne absolument tout ce qu'elle demande parce qu'elle le méritait. Et ça, ça entretenait mes blessures à moi, parce que je me disais, moi je n'ai pas autant de courage, donc ça entretenait ce fait de ne pas se sentir assez dans la relation, pas assez pour elle, pas assez au niveau de ses besoins affectifs, pas assez au niveau de vraiment l'amour qu'elle mérite. Et ça, ouais, je sens que ça tapait très fortement dans ma blessure du rejet, et surtout dans le sens où on a cette tendance, avec cette blessure de rejet, quand elle tape très fort, à remettre inconsciemment notre existence un petit peu en cause. Et voilà, pour certains, voilà, ça va très très loin. Ça, en tout cas, je me souviens que j'avais précisément cette perception d'elle, et c'est quand même resté très longtemps, même si c'était pas aussi prononcé par la suite que l'instant là que je mentionne en termes de temporalité. Après quelques années, je suis tombé dans une phase égotique très sombre. Cette période égotique, bien sûr, je n'avais absolument aucune conscience qu'elle était artificielle, et j'avais pas du tout cette conscience du fait que ça me tombait dessus, en fait, sans que j'aie à faire quoi que ce soit. Et à partir de là, eh bien, j'ai senti le déclin, en fait, de ma capacité à lui exprimer mes émotions et mes sentiments. Et cet ego qui s'est installé a absolument noyé
sous des couches et à rajouter des couches et des couches en fait sur tous ces sentiments que j'avais à son égard et m'a rendu totalement incapable de les exprimer. Et à ce moment-là, il ne reste que des envies de fuir, des envies de se mettre dans une réalité alternative, des envies en fait que le mental arrête d'être autant présent. Et du coup, là, il n'y a plus aucune capacité à supporter quoi que ce soit. Et l'amour que je lui ai porté à ce moment-là s'est vite transformé en la sensation de la trouver beaucoup trop exigeante, qu'elle m'en demandait absolument trop. Je pense pouvoir affirmer que cette phrase, vous l'avez déjà pas mal entendue en tant que chaser. Je pense que beaucoup de runners utilisent cette phrase précise pour décrire leur chaser, quelqu'un qui en demande trop. Et ça, c'est quelque chose que je lui ai énormément répété, parce qu'il y a eu beaucoup de phases égotiques qui ont duré longtemps. Et ça, je sais que ça lui a fait énormément de mal. Sauf que j'ai bien conscience aujourd'hui que vous n'en demandez absolument pas trop. Vous demandez absolument rien en fait, juste un minimum, des miettes. Et même ces miettes, on vous les fournit pas en phase égotique, parce qu'on n'y arrive même pas. Il faut comprendre que le chaser, en première partie de parcours, a un besoin tout de même affectif, un besoin d'amour assez prononcé, même si c'est différent selon les chasers. Et nous n'arrivons même pas à répondre au moindre de nos besoins. Et donc, à partir du moment où là, quelqu'un nous sollicite énormément, on va la trouver trop exigeante. Donc pour moi, ça paraît totalement naturel, après avoir vécu ces phases égotiques et ces phases sombres, d'avoir ressenti ça, ça me paraît normal, mais je comprends tout à fait que c'est n'importe quoi, et que de toute façon, dès que je suis sorti de phase égotique, cette sensation de la trouver trop exigeante disparaissait. Donc vous n'en demandez pas trop, et ça j'en ai bien conscience, c'est simplement que, de l'autre côté du miroir, il y a vraiment cette sensation d'avoir la capacité de rien pouvoir faire, rien pouvoir offrir en termes de communication, d'écoute, Moi, ce qui m'a vraiment perturbé, en fait, c'est que j'ai toujours eu ce critère dans un couple que, en plus de cette relation de couple, il doit y avoir une relation amicale entre les deux. J'ai déjà entendu des histoires de personnes qui étaient en couple et qui n'avaient pas cette relation amicale-là, et je ne juge pas ça, chacun fait comme il veut, mais personnellement je ne le comprends pas. C'est pour moi, on doit être aussi des amis, on doit pouvoir se partager absolument la moindre de nos peurs, de nos craintes, nos doutes. Et ce critère-là que j'ai personnellement dans un couple, je n'étais même pas capable de le respecter, parce qu'elle avait des besoins, elle avait des difficultés, elle avait des craintes, comme tout le monde, des peurs, elle me les exprimait et j'étais strictement incapable d'y répondre. Une fois que cette phase égotique tombe, comme je l'ai mentionné précédemment, je me retrouvais moi-même. Je retrouve toutes les couches d'ego qui ont empiété sur les sentiments que j'avais pour elle, disparaissent. Et donc je retrouve instantanément en fait cette capacité à l'aimer de la bonne manière. Je retrouve la personne dont elle est tombée amoureuse en fait, et pour qui elle avait tous ces sentiments. Et donc c'est ça qui fait naître autant de culpabilité à chaque fois quand l'ego tombe pendant les séparations que j'ai mentionnées dans le podcast sur les séparations, c'est que il y a cette totale incompréhension de pourquoi j'ai été comme ça. Pourquoi j'ai totalement été dépourvu de capacité à répondre à ces besoins affectifs divers. Et c'est automatiquement en me retrouvant moi-même comme ça, avec tous ces sentiments-là qui affluent très rapidement, c'est brutal, pour moi en tout cas. Et donc il fallait à tout prix que je retrouve cette personne qui à mes yeux était la personne la plus importante de ma vie et la plus précieuse, un cadeau divin. Et c'est ça qui a à chaque fois créé cet élan un petit peu vers la spiritualité, vers les progrès personnels, vers le fait de se rendre un peu plus sain et chargé en énergie positive pour vraiment revenir au meilleur de moi-même auprès d'elle. Au-delà de ça, de tout ça, si je devais survoler un petit peu tout ça et vous exprimer un petit peu certaines choses dans la manière dont je l'ai perçu, très très tôt, je dirais à partir du moment où on s'est remis ensemble après notre première séparation, j'ai tout de suite eu une intuition
sans comprendre que c'était de l'intuition, hein. Vraiment, il y avait tellement pas d'ouverture d'esprit de ma part que les mots intuition étaient beaucoup trop élevés pour que je puisse en percevoir le sens, mais vous avez compris l'idée. J'avais cette intuition que c'était une femme qui allait réaliser des choses absolument incroyables dans la vie et des choses absolument lumineuses. Qu'elle allait avoir un rôle très important. Je savais pas si c'était pour aider les autres ou uniquement un accomplissement personnel ou quelque chose comme ça, j'avais aucune idée précise, mais en tout cas j'avais cette réelle sensation qu'elle allait réaliser des choses absolument incroyables. Et c'est une femme qui, dans son incarnation, a beaucoup eu de blocages au niveau professionnel. Elle a énormément persévéré, tenté de choses, été vers des secteurs différents, elle a énormément dépensé d'énergie, c'est absolument incroyable à quel point, pour son univers professionnel, mais la source lui a toujours fermé toutes les portes qu'elle souhaitait ouvrir. Et j'ai toujours eu le même réflexe à chaque fois, c'était de lui dire que c'était tout simplement parce que quelque chose de meilleur l'attendait plus tard. Et ce qui fait plaisir aujourd'hui vraiment, c'est d'avoir eu raison. Parce qu'aujourd'hui, elle a trouvé sa mission de vie et elle l'exploite et ça fait plaisir de voir à quel point elle y arrive et à quel point elle s'en sort très bien. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment suivi cette idée. En parallèle de ça, j'ai toujours eu la sensation qu'un jour on passerait au-delà de toutes nos difficultés, de tous nos blocages et qu'on serait un couple absolument incroyable. Je l'ai toujours su, aussi fort que pour son professionnel. On verra si ça se réalise de la même manière. Aujourd'hui, effectivement, si je devais exprimer un petit peu, une fois mon éveil vécu, quelle perception j'ai d'elle, eh bien, aujourd'hui c'est une évidence que c'est la personne la plus importante de ma vie. C'est celle qui m'était destinée. Et même s'il y a des histoires comme quoi il y a des couples qui ne finissent pas ensemble, je pense que c'est une minuscule minorité, honnêtement, même si j'ai pas la réponse réelle. Moi, ça ne nous concerne pas. Et je pense qu'il y a un destin commun. Et j'en suis absolument persuadé. Maintenant, petit bilan de ce que je viens de dire. Malgré mes phases égotiques, l'amour était toujours là. C'était toujours la personne la plus incroyable de mon existence, simplement je n'avais, en toute objectivité, aucune capacité de lui exprimer, aucune capacité de lui montrer, et aucune capacité de répondre à ses besoins affectifs. Et ce n'est absolument pas un hasard que cette phase égotique part en phase de séparation. Ça me paraît aberrant aujourd'hui de remettre le souvenir un petit peu différemment en se disant que cette phase égotique aurait pu tomber alors qu'on était encore ensemble. Non, ça aurait pas permis le travail qui s'est effectué après. Pour moi, tout était orchestré et organisé. Pour moi, il y a de l'amour derrière chaque fuite, il y a de l'amour derrière chaque déni et de l'amour derrière chaque ego, en fait. Même si c'est compliqué à voir. J'ai le souvenir palpable que si j'ai fait autant de mal par cette négligence, d'une certaine manière, eh bien, c'est parce que je ne pouvais pas répondre à ses besoins. Et donc, je me renfermais énormément. Je pense que les fuites, elles sont inconscientes, hein. On se dit pas, bon tiens, on va fuir. Et derrière ce mécanisme aussi particulier, il y a dans l'inconscient un livre qui écrit noir sur blanc que là, on peut pas être face à ce qu'on nous envoie là, ce qu'on nous demande. Et du coup, à partir du moment où on est dans cet état-là, effectivement, soit le runner va fuir très loin, soit il va rester, mais il va négliger énormément. Moi, j'ai vraiment senti ça, c'est que vraiment, le peu qu'elle me demandait, j'avais vraiment l'impression que ça empiétait sur mon espace, et vraiment, elle essayait de passer au-delà de cette bulle immense en béton armé que je m'étais fixée. Vraiment, la phase égotique, elle est terrible et on comprend pas pourquoi ça nous arrive en plus. C'est vraiment... là, quand je reviens en arrière, je me dis, mais je suis tombé dans cette phase-là, alors que quelques semaines avant, j'étais quelqu'un de très bien, et qui lui exprimait... C'est ça, vraiment, à mon avis, qui a été dur à vivre pour elle, c'est ce truc de, mais il y a 3 semaines, c'est incroyable, pourquoi là tu agis ainsi? Et surtout, on a la particularité d'être un petit peu lunatique très fortement, c'est-à-dire qu'il y a une journée, on peut bien, en phase égotique, on se rappelle un petit peu, c'est comme si qu'il y a un tout petit peu de nous même qui renaissait et qui laissait entrouvrir des souvenirs lumineux ou des
ouais, un petit peu d'amour en fait, et à ce moment-là, moi je parlais à ma chaser des fois de manière agréable, et le lendemain, en fait, l'ego avait de nouveau noyé ça, et c'était que de l'obscurité, et à ce moment-là, je peux être désagréable, parler de manière, voilà, pas cool quoi, par ego. À mon sens, c'est compliqué aujourd'hui de défendre ce comportement. Maintenant que j'arrive à être objectif et à relativiser par rapport à mes actes passés, je me suis pardonné d'avoir été comme ça parce que la nuit noire de l'âme sert à ça. Mais en revanche, j'ai conscience qu'il y a des runners qui font encore pire que ce que j'ai fait. J'ai entendu des choses et lu des choses et vu des choses que je me dis, ouais, non, ok, j'ai été loin, ok, j'ai fait beaucoup de mal et tout, j'aurais beaucoup de culpabilité de ce mal infligé, mais là, ça va beaucoup trop loin en fait. Et du coup, c'est difficile de défendre potentiellement le runner que vous avez qui fait, ça se trouve, pire que moi. Mais j'arrive à relativiser sur ce genre d'acte parce qu'en fait, il nous tombe dessus, honnêtement. J'ai vraiment cette impression que le chaser, en première partie de parcours, la source lui envoie vraiment un petit peu des moyens, des méthodes et des outils pour qu'il puisse se diriger vers naturellement ce fait de se prioriser et ce fait de commencer doucement à lâcher prise, même si c'est un travail qui est difficile. Ça va à l'encontre de votre blessure d'abandon. Mais par contre, le runner, lui, j'ai l'impression qu'on le tire vers le bas et qu'on lui force à nettoyer tout ce qu'il a de négatif en lui. On le force à passer dans ces zones d'ombre, on le force à épurer tout ça. Et ironiquement, on lui fait emmagasiner de la culpabilité. Donc on le force un petit peu à nettoyer ses parts d'ombre et à y aller très fort, à assumer ses sentiments autant qu'il le pourra, même si c'est absolument que dalle, et en même temps on lui met de la négativité pour plus tard, quand la seconde partie de parcours va commencer. Voilà. Donc dans cette période-là, c'est hyper compliqué d'être démonstratif alors que je le voulais, alors que j'avais conscience qu'elle méritait que je lui envoie tout l'amour du monde et que je lui exprime à quel point j'étais reconnaissant que la vie me l'ait envoyé. Voilà. Je pense avoir été suffisamment clair avec ce que j'ai pu ressentir pour elle, comment je l'ai perçue, quel type de femme elle était à mes yeux, les différences un petit peu entre phase égotique et phase où j'étais moi-même. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, j'espère que ça vous aidera un petit peu à voir au-delà des mécanismes du vôtre de runner. J'espère que voilà, ça sera satisfaisant à écouter. Je vais vous dire à bientôt dans un prochain podcast et portez-vous bien, tout simplement.